Radio Vie Meilleure vous présente L'Homme sans masque, une émission radiophonique consacrée aux hommes, fils et époux. Chaque 4e samedi du mois, en live de 15h à 16h30, L'Homme sans masque. Il y a des hommes qui ont fait la fierté de leur famille parce qu'ils sont devenus célèbres, pour certains parce qu'ils ont réalisé des exploits, pour d'autres parce qu'ils ont fait ce que d'autres n'ont pas pu faire. Bref, des hommes inégalables. Voilà une émission qui devrait intéresser plus d'un, car nous avons tous eu dans notre famille un homme dont la renommée nous a marqués, positivement comme aussi négativement. Je reçois pour vous Maurice Valsi, notre psychologue. Bonjour Jean, bonjour chers amis auditeurs. Notre médiatrice familiale Sandrine Joinville. Bonjour Jean, bonjour à tous. Et notre théologien Éric Joinville. Bonjour Jean et bonjour à chacun d'entre vous, amis auditeurs. Voilà, tout ce beau monde est bel et bien réuni pour nous permettre ensemble de vivre un moment ô combien palpitant, parce qu'il est question d'hommes et de femmes, d'hommes plutôt inébranlables. Alors commençons par définir, qu'est-ce qu'un homme inébranlable? Inégalable, pardon. Alors, pour moi, un homme inégalable, après le mot parle beaucoup de lui-même, parce que le mot rappelle la question de l'égalité égale, mais aussi de l'inégalité. C'est-à-dire, comment, moi en tant qu'homme, comment un individu puisse être mis au même niveau qu'eux. Être un homme inégalable peut, me semble-t-il, ramener à l'idée que cet homme-là, ce qu'il a dit, a fait, a accompli, sa manière d'être, est véritablement une manière d'être, de vivre, d'être, qui est totalement différente de tout autre homme avant lui. Tout autre homme avant. Pour ceux qui vont venir après, on verra. Mais voilà. Et réellement, on peut interroger, personnellement en tout cas j'interroge, le fait que nous soyons singuliers, nous sommes des hommes singuliers dans le sens où aucun homme n'est comme nous, aucun homme n'a notre empreinte génétique, notre empreinte, les empreintes chez les doigts, digitales, voilà, et aucun homme n'a notre empreinte au niveau rétinien. Et est-ce que justement, peut-être qu'aucun homme ne devrait... tout ce qu'on va laisser devrait être totalement différent de tous les autres hommes. Malheureusement, il ne me semble pas qu'on soit dans cette logique, mais il serait peut-être souhaitable que les hommes d'aujourd'hui soient dans la logique d'être des hommes inégalables. Sandrine Joinville, dans votre profession, vous en rencontrez? Des hommes inégalables? Tous les jours. Tous les jours. Et qu'est-ce qui les distingue? Ils sont uniques. L'individu est unique. Est-ce que cela fait leur fierté? Parfois, et d'autres fois non. Parce que justement, on a tendance à beaucoup se comparer. Les êtres humains se comparent et oublient qu'ils ont leurs propres particularités, leurs propres richesses, leurs propres valeurs. Et certaines fois, des hommes peuvent se sentir, comment on va dire, impossible d'arriver à ce pourquoi ils vivent, quoi, quelque part, aux injonctions qui se sont données, aux valeurs, aux objectifs, etc. Donc pour eux, ils ne sont pas inégalables. Alors que tout permet de dire qu'ils le sont. Parfois c'est voulu et parfois c'est pas voulu. C'est ça. Parfois c'est voulu, parfois ce n'est pas voulu. C'est inconscient, on peut dire. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ne vont jamais arriver à être un homme... à part entière, quoi. Tout à fait. Parce que ils sont pas comme, on va dire qu'ils sont pas comme Malcolm X, ils sont pas comme le président, ils sont pas comme, etc., quoi. Donc pour eux, ils ne vont pas égaler quelqu'un pour qui il y
a de l'honneur, il y a de l'image. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut rentrer vraiment dans ce qu'on appelle des comparaisons mortifères. On est là à vouloir être inégalable et pourtant on se perd. Parce que comme tu viens de dire, Moïse, être inégalable, c'est quand même avoir cette notion de particularité et d'égalité. Mais comme on est tous différents, on ne va pas arriver à être égal en termes de valeur, en termes de comment je vais dire ça, de caractère, en termes de personnalité. Notre histoire n'est pas la même. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, être inégalable de façon volontaire et involontaire, c'est vraiment à être mis au point, à le poser. Parce que certaines personnes ont beaucoup de valeur, ce sont des gens inégalables qu'on ne voudrait remplacer pour rien au monde, mais pourtant ces personnes-là se dévalorisent, se désestiment, se sous-estiment et n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont. Mais pourquoi ils le font et se désestiment? C'est toute une histoire de vie. C'est tout un regard. Ils préfèrent rester dans l'ombre? Non, c'est pas vrai. C'est pas systématiquement ça. C'est aussi la valeur que les parents ont donnée, la valeur qu'ils ont eue à l'école. Par exemple, un maçon, pour lui, n'a pas de valeur parce qu'il n'est pas président. Un littéraire n'a pas de valeur parce qu'il n'a pas fait scientifique. On va dire qu'un aide-soignant a moins de valeur qu'un infirmier ou qu'un médecin. C'est-à-dire tout ce qui peut, dans notre société, mettre des éléments comparatifs. Ça, c'est mieux que ça c'est moins bien que ça. Donc à ce moment-là, il met des critères d'évaluation, l'homme met des critères d'évaluation qui vont faire un homme de valeur ou un homme de moindre valeur. De moindre valeur. Voilà. Un mari de valeur ou un mari de moindre valeur. Voilà, une épouse de valeur, une épouse de moindre valeur. Et très souvent, il y a ces logiques-là, après que les personnes, par exemple, se soient remariées, malheureusement, elles vont parler de leur ancien époux, de leur ancienne épouse, de l'ex. Mon ex faisait ça, mon ex faisait ceci, faisait cela. Comme si la trace de celui-ci ou de celle-ci semble être plus importante, plus belle, plus luxuriante que la trace du présent. Donc, il y a besoin, me semble-t-il, de revoir véritablement notre façon de penser, de nous penser et de penser l'autre et dans ses agirs, dans ses différents agirs, parce que à la réalité, oui, comme dit Sandrine, on n'est pas égal, nous ne sommes pas égales. Maintenant, ces traces-là, ces façons d'être là, de vivre, de poser les choses, doivent être, oui, de valeur, mais pour qu'elles le soient, il faut qu'elles soient reconnues. Il faut qu'elles soient reconnues comme étant de valeur. Et très souvent, même si cette personne-là, on parlait par exemple de cette personne de moindre valeur, semble-t-il, en fait, elle a malgré tout quelque chose chez elle de particulier. Et cela, il faut pouvoir aussi le mettre en avant. De la part des autres, mais de sa part aussi. Et ça pose la question de sa propre reconnaissance. Comment je me reconnais? Est-ce que moi, en tant que l'homme que je suis, la femme que je suis, est-ce que je me reconnais comme étant une personne de valeur et donc une personne inégalable? Impossible d'être comme moi. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas une tare. Ce n'est pas une tare. Voilà. Et on n'est pas dans ça. de la vantardise, on n'est pas dans de l'ego, dans de l'orgueil. On est simplement en train de poser quelque chose qui dit ma singularité et que je reconnais et que quelque part, j'appelle aussi les autres à la reconnaître. Ils peuvent ne pas, mais vaut mieux qu'ils le fassent. Oui, mais dans ce que tu es en train de dire, ça sous-entend que certaines fois,
se mettre en valeur, avoir une estime de soi, c'est comme si c'est mal. C'est-à-dire des hommes, par exemple, qui sont veufs et qui réussissent à éduquer, à accomplir tout ce qu'ils faisaient avec leurs femmes, certaines fois, ils se dévalorisent d'un tel point qu'ils se disent, s'il n'y a pas une femme, je ne pourrais pas y arriver. Alors qu'en eux-mêmes, ils ont vraiment des compétences. Oui, ils ont des compétences extraordinaires qui pourront les aider à assumer. Mais est-ce que ce n'est pas leur épouse ou leur enfant qui mettent en valeur leurs compétences et qui leur font prendre conscience de qui ils sont et de ce qu'ils ont réalisé? Alors, il y a c'est-à-dire des aspects complémentaires, je vais le dire. Moïse va rajouter s'il le veut, dans le sens où c'est pas soit ça ou soit ça. C'est-à-dire que notre valeur se fait du regard que l'on porte sur nous, du regard que les autres portent sur nous, du regard que ceux qui nous aiment portent sur nous, du regard de ceux qui ne nous aiment pas portent sur nous. C'est-à-dire qu'il y a tout un méli-mélo qui va nous permettre de définir qui on est. Ça ne veut pas dire que le regard qui est porté sur nous est une vérité absolue. Parce qu'on se construit, on évolue. Mais surtout, avoir de la valeur, c'est avoir l'aptitude à être en autodérision, à être en auto-examination, à être sérieux comme ne pas être sérieux, mais c'est surtout à savoir exister tel qu'on est, avec ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, comment on s'est demandé de l'aide, comment on s'est avancé dans la vie. Et ça, c'est pas toujours félicité et valorisé parce qu'on est dans un monde où il faut tout connaître tout de suite et maintenant. C'est-à-dire qu'on élève nos enfants maintenant, ils doivent tout savoir. S'ils ne savent pas tout, s'ils n'ont pas cette connaissance, alors on peut leur dire « mais tu connais rien, toi ». Et ce « tu connais rien, toi », c'est que tu ne connais rien de tout. Alors qu'on ne peut pas tout savoir et tout connaître à un moment T de notre existence. Et il a besoin, cet enfant ou ces enfants qu'on éduque, ont besoin d'être reconnus dans quelque chose. Ont besoin d'être reconnus dans quelque chose, ont besoin d'être encouragés aussi, donc valorisés dans quelque chose. À partir de ce moment, ils vont intérioriser cette reconnaissance, intérioriser cette valorisation et faire que ces éléments-là, vont être formateurs de leur caractère, de leur personnalité. À partir du moment que l'enfant a intégré cela et que c'est intégré à sa personnalité, dès lors, il peut l'exercer. C'est-à-dire le faire entrer dans ses comportements, dans ses habitudes et finalement dans son propre caractère. Nous en arrivons pour moi à cet homme-là, cette femme-là, qui dans sa vie va effectivement, on parlait d'estime de soi, se reconnaître, savoir que oui, j'ai de la valeur, oui, je suis capable de ceci, capable de cela. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne fera pas d'erreurs. Il y aura des erreurs, il y aura des manquements, il y aura des ratés, comme tout un chacun. Mais je suis quelqu'un de particulier. Tout à fait. Je suis quelqu'un de particulier et je le reconnais bien. Je suis quelqu'un de particulier et je sais que mon mari, que ma femme le reconnaît bien. Et parce qu'ils le reconnaissent, ça m'encourage à continuer à être la personne que je suis. Dès lors, je vais être une personne qui sera dans ce qu'on appelle du mélioratif. Je ne suis pas dans ma vie en train de me dire que dans un contentement, j'avance, je fais plus, je donne, parce qu'en fait, je continue à aller de mieux en mieux, à gravir des échelons. Et l'idée pour moi, pour un homme, une femme, quel que soit l'individu qui soit dans cette logique-là, ça veut dire que ça donne un sens à ma vie. Et la raison pour laquelle je suis là, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit en tant que célibataire, que ce soit en tant que parent ou adulte seul, la raison pour laquelle je suis là, en fait, je trouve des raisons de sens à ma vie.
nous avons besoin de donner un sens à notre vie. Et plus nous donnons un sens, j'allais dire qui a du sens, c'est-à-dire qui sort des sentiers battus, plus on devient un homme, une femme inégalable. Parce que on va laisser une trace qui va servir aux autres. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger quelles sont les traces que nous laissons. Est-ce que nous laissons une trace dans notre vie qui va servir? En tant que parents, on a des traces à laisser chez nos enfants pour que ces traces-là leur servent à devenir eux-mêmes des adultes et possiblement aussi des parents. En tant que professionnel, on a une trace à laisser auprès de nos collègues. Il y a, me semble-t-il, une nécessité pour l'homme d'être inégalable, d'être quelqu'un de reconnu. Ça sous-entend, Moïse, dans cette nécessité d'être quelqu'un de reconnu, ça sous-entend la nécessité de reconnaître. Oui. Ce que je veux dire par là, tu peux laisser une trace, tu peux laisser une marque de ton passage sur Terre, sans que celui qui regarde cette trace ne la discerne. Tout à fait. Mais toi, tu la discernes. Moi, je la discerne. Après, ça dépend de qu'est-ce que je cherche. Quelle trace que je cherche. Si je cherche, je vais dire n'importe quoi, la trace de savoir-faire de maçonnerie alors que je suis électricien, je ne vais pas trouver cette trace. C'est clair. Voilà, parce que je ne vais pas chercher la bonne trace. C'est clair. Tout à fait. Je peux aussi ne pas avoir, comment on dit ça, les compétences dans un domaine pour reconnaître que finalement tu as quand même pu faire certains travaux de maçonnerie. Alors je vais sur cet homme-là, magnifique image où quelqu'un peut le regarder là et dire que voilà, c'est un homme qui va laisser une trace. Et puis finalement, tu as un autre regard qui dit il va rien laisser. Il laisse par exemple que ce qui est égal à lui-même, mais dans mes valeurs propres, il ne va rien laisser. Oui, mais ça, on est là dans le regard extérieur, le regard de l'autre. Parce qu'il y a ce double regard. Il y a le mien de ce que je sais, de ce que je cherche, et il y a celui de l'autre, des autres, qui peuvent ou pas reconnaître. Parce que les autres vont ou pas reconnaître, parce que les autres vont ou pas chercher dans ce domaine-là, auront ou pas l'aptitude de voir, mais je sais ce que j'ai laissé. Ils n'ont pas la même valeur. Oui, aussi. Je sais ce que j'ai laissé. C'est qu'est-ce que je laisse en fait. C'est qu'est-ce que je laisse pas. Qu'est-ce que je laisse? Est-ce que j'ai la conscience de travailler à laisser quelque chose? Parce que quelque part, on laisse toujours une trace. Tout le monde laisse une trace. Tout à fait. Ça peut être une bonne trace, une mauvaise trace. Ça dépend comment moi j'ai vécu ma vie, ce que j'ai fait, et je laisse une trace. Des objectifs. Maintenant, ce qui est important, c'est que la première partie est un homme inégalable. Qui est-ce qui voudra être à mon égal en fonction de la trace que j'ai laissée? Si j'ai laissé une mauvaise trace, parce qu'il y a des personnes qui font de mauvaises choses, il y a des tyrans qui ont laissé des traces et que certaines personnes suivent. D'accord? Comme modèle. Et il y a des tyrans qui ont laissé des traces que personne ne veut prendre cette trace. D'accord? Après ça, nous avons toujours un modèle qui nous plaît et nous cherchons à égaler. Par contre, quelqu'un d'inégalable, est-ce qu'on peut dire quelqu'un peut être inégalable? Pourquoi? Parce que quand on laisse des images, on laisse des traces, on sait que, comme on a dit tout à l'heure, là, on est unique, hein? Nous sommes tous uniques. Maintenant, pourquoi quelqu'un voudrait suivre ma trace? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis pour que la personne puisse suivre ma trace? Et c'est en fonction de ce que la personne va idéaliser. Qu'il va vouloir, tiens, c'est en étudiant, c'est-à-dire en apprenant à connaître, je vais finir par aimer et je vais dire, tiens, j'aimerais bien l'atteindre. Mais voilà,
la personne a quelques années d'avance sur moi. Quelquefois des siècles, des millénaires. Après, ça dépend. Est-ce que je vais pouvoir l'égaler? Ce qui veut dire que si je cherche à égaler quelqu'un, c'est-à-dire qu'est-ce que j'essaie de faire? D'égaler au niveau de ce qu'il a fait ou ce qu'il est. C'est un choix? Oui? C'est un choix? C'est toi qui vois? Parce que si une personne est inégalable, déjà on sait que la personne est unique, ce qui veut dire que ce n'est pas la peine de pouvoir essayer de suivre sa trace parce que tu ne pourras pas l'égaler. D'accord? Parce qu'il est inégalable. Les mêmes conditions, le même contexte. Voilà. Donc il faut tenir compte de tout ceci. Et c'est pourquoi nous avons dans notre histoire, par exemple, moi, quand un enfant est petit, il dit, moi, je veux être comme papa. La fille peut dire, je veux être comme papa aussi, je veux être comme maman. D'accord? Et le garçon aussi peut dire, je veux être aussi comme maman, comme papa. Ça dépend qu'est-ce que l'enfant admire chez ses parents. Oui, tout à fait. Ou bien chez une personne. Donc, est-ce que nous sommes tous inégalables? Moi, je dis que ça dépend de, comme tu viens de dire, ce qu'on cherche, quel est le modèle que l'on cherche à atteindre. Parce que, est-ce que c'est en termes de valeur, d'action ou d'individu, d'être humain? On peut être inégalable comme on peut être égalable. Je vais m'expliquer. Souvent, on dévalorise avant de valoriser. Toujours. Souvent. Ouais. Systématiquement, C'est dommage. on a un individu, on va regarder ce qui ne va pas avant ce qui va. Les défauts. Voilà. Par exemple, dans ta phrase, quand tu dis « je veux être comme papa », tu peux avoir une maman qui dit « ah oui, mais sois pas comme ça, comme ça, comme ça ». Et vice-versa si c'est un papa, parce que tout de suite, on va parler des défauts de l'autre. Et être, pour cet enfant, être égalable à son papa, c'est quoi à ce moment-là? Est-ce que c'est être beau et grand? Est-ce que c'est être fort? Est-ce que c'est savoir porter? L'enfant va surtout... il va admirer quelque chose. Admirer, oui. Il va discerner une action. C'est comme on dit pour les super-héros, je veux être un super-héros parce que je veux sauver le monde. Alors que les super-héros, ils ont faiblesse et toutes sortes de choses. Ils ont leur kryptonite. Voilà, c'est ça. Et dans ce sens-là, je dirais plus, il peut marquer. Et c'est là où je dis qu'on peut être inégalable parce qu'on peut poser notre marque. On peut atteindre l'objectif d'inégaler quelqu'un parce que je peux atteindre. Je m'explique. Moi, je voudrais bien être à ta hauteur. Certaines fois, tu es plus patient que moi. D'autres fois, tu veux bien être à ma hauteur. Hein? Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je vais être plus spontanée ou plus patiente. C'est ça, en fait, où je me dis, je peux être inégalable et toi aussi, dans ta réflexion, dans ta façon d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche à représenter, qu'est-ce que je cherche à marquer. Et finalement, on peut tous atteindre l'inégalable de l'autre, quelque part. Ouais. Quelque part, mais la réalité, me semble-t-il que dans la construction de l'homme, dans la construction de l'individu, c'est vrai qu'il n'a pas en point de mire l'idée d'être inégalable. Il a simplement, me semble-t-il qu'il est appelé simplement à réaliser, à se réaliser. Mais à se réaliser dans une logique, comme je disais, améliorative. On va vers meilleur. Je vais vers meilleur. Je veux aller pousser les limites en fait. Repousser mes limites. Mais toujours en allant vers du bon, du plus. Moi, c'est de cet homme-là que je parle, pas du paresseux en fait. Parce que le paresseux aussi, on peut dire, bon, est-ce qu'il est inégalable? Est-ce que vous êtes capable d'égaler le paresseux? Bon, je pense que c'est un peu facile d'être paresseux. Quoique, ça dépend de la Il faut être fort aussi quelque part. Il y a certaines personnes qui peuvent penser que c'est fort d'être paresseux parce que c'est puissant. Ça dépend comment tu as été Pas moi.
Pour moi, je pense que c'est facile d'être paresseux. Et maintenant, être un homme qui est actif, qui est engagé, qui se donne, que ce soit pour sa famille, que ce soit dans son travail, que ce soit dans la société, être un homme qui est actif. Maintenant, la raison pour laquelle cet homme-là le serait, parce que tu as parlé de... par rapport à ce qu'il fait ou par rapport à qui il est. Oui. Et donc, en fait, il y a ce que fait cette personne et il y a ce qui est la personne. Et donc, le qui va être dans la raison pour laquelle, là où les raisons pour lesquelles il va faire ce qu'il fait. Vous voyez? Et donc, cet homme-là va être dans une logique qui le pousse à être. Il le pousse à être. Simplement, il est. Le regard extérieur va voir cet homme-là et va peut-être vouloir faire comme lui. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils seront comme lui? Oui. Dans la tête, en termes de personnalité, pas obligatoirement. C'est ça. Pas obligatoirement. Il y a des hommes qui ont poussé d'autres hommes à grandir. Lorsqu'on voit le mouvement de Gandhi, par exemple, le mouvement de Martin Luther King, ce sont des mouvements qui ont poussé des hommes à changer leur façon de concevoir, donc leur façon de penser. Ils ont un héritage, et cet héritage-là, ces individus-là, ces hommes-là ont amené ces hommes-là à changer leur façon de voir. À se dépasser. À sortir des limites, des carcans de pensée éducative et carcans identitaires dans lesquels on les avait enfermés. Les hommes qui ont décidé effectivement de se battre contre l'esclavage ont décidé de repousser les limites de la conception de l'homme. Aujourd'hui, même les personnes qu'on dit noires, parce que moi je n'appelle plus les gens noirs ou blancs, machin, les personnes qu'on dit noires, en fait, continuent à se penser noirs, à se penser blanc, à se penser et donc à se penser par rapport à une différence, mais une différence qui avait été posée de façon péjorative pour faire des classes, pour mieux dominer, pour revenir à la question de la domination. Alors qu'il y a nécessité de sortir de cela. Celui qui va aider l'humanité à sortir de ces logiques-là, ces logiques de race, ces logiques ethniques, ces logiques culturelles, ces barrières qui, très souvent, en fait, peut-être que cet homme-là va être considéré comme quelqu'un d'inégalable. Parce qu'il va changer quelque chose. Dans quelle mesure je suis là, dans le microcosme qu'est le mien, qu'est-ce que je change en fait? D'accord. Alors, ça me fait me poser une question. Pour construire une société, on apprend des traditions, de ce qu'on vit dans le temps, comment on va dire, dans le temps contemporain dans lequel on vit, mais on apprend aussi des autres. Oui, d'accord? Toujours. On apprend des autres. Quelque part, je pose cette question parce que tu as parlé que tu n'es plus dans la dynamique du noir et du blanc. Hein, par exemple. Je fais un petit exemple. Ok. Je pose cette question parce que certaines sociétés dites noires ou dites blanches ou indigènes, etc., nous apportent des richesses pour atteindre cette notion de l'inégalable, pour poser nos marques. Et c'est là où je me dis, comment faire, c'est cette limite ou cette transition qui nous permet de prendre et d'exister. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait. Parce qu'on va se servir de modèles qui ne sont pas les nôtres, de modèles qu'on a entendus et qu'on a appris pour pouvoir exister au moment où on existe. Oui. Tu vois? Donc, comment ne pas tomber? Comment utiliser le modèle pour se construire, être dans ce mélioratif, sans qu'on soit dans du comparatif? Tu vois ce que je veux te dire? Comment on peut se construire? Comment on peut faire avec pour laisser une marque, quelque part, raisonnée? Raisonnée, indélébile et raisonnée. En fait, me semble-t-il, bon, après, peut-être que au niveau de la Bible, il y a peut-être foison d'exemples. Me semble-t-il que l'homme,
l'homme, je parle de l'homme mâle, hein, là, vraiment l'homme mâle, l'homme femelle aussi pour entrer dedans, mais plutôt l'homme mâle. Me semble-t-il que l'homme mâle, dans les injonctions qui lui sont faites, il y a cette injonction de représentativité. Oui. Nécessité pour lui de représenter l'humanité. D'accord? Ça ne veut pas dire encore hein, que la femme en soit exempt, d'accord? Mais cette injonction est faite à l'homme. Et même dans sa définition, hein, l'homme, homme, et qui représente l'humanité. Et donc, ceux qui acceptent cette représentativité acceptent un honneur. C'est un honneur en fait. Et pour être véritablement à la hauteur de cet honneur, il faut accepter le projet et entrer dedans. Entrer dedans m'oblige à rester dans un certain cadre, dans un certain carcan, à avancer et à me donner. C'est pour ça que je dis que la Bible foisonne d'exemples de ce genre, à me donner. Et dès lors, justement, mon action devient singulière, mais aussi elle devient marquante, même si, quelque part, tous les hommes sont appelés à cela. Tous les hommes, en tant qu'hommes, sont appelés à représenter. Et donc, à apporter leur goutte d'action à l'humanité pour la faire progresser. Amener à leur goutte d'action à la pensée pour la faire progresser. Amener à leur goutte d'action à la culture pour la rendre plus, comment dirais-je, plus vivable pour les uns, la vie en société. Chacun. Et c'est pour ça que je dis ça peut s'élargir sans problème aux femmes pour ne pas être dans une misogynie. La réalité, c'est ça. C'est dans quelle mesure aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, nous comprenons que nous sommes là aussi pour être dans cette logique. Pas simplement dans la comparaison et je veux être meilleur qu'un tel ou que... Pas que qui que ce soit, mais simplement meilleur. Oui. Simplement meilleur. Mais il y en a qui se battent, qui se donnent corps et âme pour pouvoir atteindre ce niveau et malheureusement ne sont pas reconnus. Mais tout le monde, effectivement, mais tout le monde n'est pas appelé à atteindre le haut niveau. Mais le même niveau. C'est ce que je veux dire. Voilà, le même niveau. Bon, disons que le niveau, l'échelle c'est de 0 à 10 et que j'atteigne 1 parce que c'est ce que je peux. Eh bien oui, pour moi, je suis un homme inégalable. Parce que j'ai donné tout ce que je pouvais. Moi, je pense que quand on utilise le mot inégalable, on peut le mettre en synonyme avec unique. Je donne un exemple par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a un homme qui essaie de devenir, il veut atteindre ce modèle qu'il voit en cette personne. Mais il fait tout, il n'y arrive pas. Mais il va se battre pour y arriver. Ça va faire de lui quelqu'un d'inégalable. Ça va faire quelqu'un d'unique qui essaye de pouvoir atteindre un niveau qu'il n'arrive pas, mais qu'il persévère, et jusqu'au moment où, c'est pas ce que c'est, mais il va passer toute sa vie à persévérer pour pouvoir atteindre. Ça fait de lui aussi une personne inégalable, alors qu'il n'a pas atteint, d'accord, le niveau de la personne qu'il voulait atteindre. Il a été dans la persévérance. Mais il a été dans la persévérance, ça a fait quelqu'un d'unique. Donc, il est inégalable à ses propres yeux. Non, ce sont les autres qui vont voir qu'il est inégalable. Oui, mais si les autres ne reconnaissent pas tout l'effort qu'il essaie de donner. Il doit l'être aussi à ses propres. Donc, il doit l'être à son niveau, oui, à ses propres yeux. Il doit reconnaître qu'il est unique. Voilà, il doit reconnaître qu'il est unique. Tout à fait. On peut reconnaître post-mortem des hommes inégalables. Hein. Oui. Ah oui. Voilà, on reconnaît quand les valeurs changent, quand les choses sont révélées, on reconnaît que des gens ont fait des choses extraordinaires. Par rapport à l'exemple que tu donnes de cette personne qui souhaite atteindre ses objectifs, qui devient un homme inégalable, il y a aussi cette idée de course contre la montre. Pas de course contre quelqu'un, contre l'adversaire, mais de course contre la montre. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai fait 10 secondes de plus, je me suis améliorée, mais c'est moi et moi. Je ne me suis pas améliorée pour écraser l'autre. Voilà. Et c'est ça l'idée quand on fait de la compétition.
on ne doit pas courir contre l'adversaire. On doit courir contre la montre parce que le jour que tu vas courir contre l'adversaire et ce jour-là n'est pas au plus haut de sa forme et que tu vas le gagner, mais ça ne veut pas dire que tu vas battre son record. Mais si tu travailles contre la montre, eh bien, tu combats le temps et non une personne parce que les personnes sont aléatoires d'un jour à l'autre. J'ai trouvé dans la Bible plusieurs personnes inégalables, enfin des personnes... On va dire ça comme ça. Par exemple, on voit par rapport à une comparaison dans leur vie. Par exemple, Moïse, lui, c'est l'homme que Dieu va parler face à face. Et le texte dit que c'est l'homme le plus humble de la terre. Vous voyez, il aurait pu être quelqu'un d'arrogant pour dire, moi, je vois Dieu face à face, comme il aurait pu dire ça à sa sœur Marie et à son frère Aaron. C'est Dieu qui a dit ça à Marie et à Aaron. Il a dit, mais lui, je ne le parle, mais vous, je vais vous parler en songe, etc. Mais lui, voilà, comment je vais le parler. Oh, il se trouve l'homme le plus humble. Vous voyez, par exemple, Samson, c'était l'homme fort de la Bible. Et pourtant, il est suffisamment humble pour pouvoir demander à Dieu de ne pas le laisser mourir de soif, parce qu'il avait déjà tué beaucoup de Philistins, mais il a soif. Et il implore Dieu pour que Dieu puisse lui donner à boire, et Dieu va fendre un rocher, va lui donner de l'eau à boire. On va voir par exemple comme Joseph. Joseph, lui, c'est cet homme qui a vraiment prospéré rapidement. D'être vendu par ses frères, il va devenir celui qui gouverne l'Égypte et sauver sa famille par la suite. Et on peut trouver plein de personnes comme ça, et nous les avons en image, et nous aimerions être comme eux. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont des longueurs d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas atteindre. Et ces personnes-là nous permettent de nous améliorer. Mais voilà, ils nous permettent d'être dans l'amélioration, mais comme disait Sandrine, on ne sera pas comme eux. Non. On sera unique. Parce qu'on est unique. On est unique. Ça. Et alors ça nous pousse à nous poser une question. Dans l'illégalité, c'est-à-dire quand on veut... dans l'inégalité, qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Est-ce que c'est de ressembler exactement à cet homme ou bien d'avoir ce qu'avait cette personne qui le caractérise comme étant un homme inégalable? C'est où on doit se poser la question. Et ça va devenir le temps. Enfin, le temps, entre guillemets, pour dire comme le temps. D'accord? Je ne vais pas me battre pour pouvoir arriver à son stade à lui, mais je vais essayer de combattre ce qui le permettait d'arriver à ce stade. Tout à fait. Mais le fait de Quel repère qu'il avait? Le fait de comparer, ça a forcément des répercussions. Pour moi, le fait de comparer me freine. Bon, je prends un exemple simple. Oui. Mon ex était plus jolie que toi. Le fait de comparer me freine. Le fait de comparer me freine. Ou quand c'est moi qui suis dans la comparaison, je me compare à d'autres, le fait de comparer me freine. Le fait que les autres me comparent à un tel ou un tel, en fait, m'enlève ma valeur, m'enlève mon identité. Oui. Ça veut dire, c'est comme si on me disait, mais tu devrais ressembler à un tel. Voilà. Et donc, ils ne me reconnaissent pas. Lorsque dans un couple, un nouveau couple, on compare l'autre, le conjoint, à un autre, on empêche à ce conjoint d'être. Tout à fait. En fait, on génère chez lui des freins, on génère chez lui des frustrations, on lui dit en fait que tu n'as pas ce qu'il faut. Oui, ça veut dire aussi que quand on dit que tu n'as pas ce qu'il faut, tu dois me satisfaire moi. Moi, oui. Voilà, et c'est là où la question se pose. On est unique. On est individuel, c'est-à-dire on est une personne à part entière. Comment exister sans être dévalorisé? Parce que sans être aussi égocentrique. Parce que quand on a cette phrase-là qui dit mon ex est mieux que toi, c'est mon ex me satisfait mieux que toi. Mon ex me valorise. Je veux de mon ex. Voilà, en gros. Oui. En gros, c'est ça. Et tu pourrais répondre, qu'est-ce qui t'empêche de vivre avec ton ex? Eh bien, retourne avec. Mais c'est surtout... mais est-ce que rentrer dans cette dynamique-là en disant retourne avec ton ex, c'est ne pas faire
ouvrir la fenêtre à une sous-estimation, si je peux le dire. On se sous-estime, on ouvre la porte à une dévalorisation de soi. Oui, tout à fait. Et on ouvre la porte à la mort de soi aussi. Oui, tout à fait. D'accord? Donc, lorsque il y a ce type de comparaison dite mortifère, là vraiment ce sont des comparaisons qui n'amènent pas quelqu'un à s'améliorer, mais qui amènent quelqu'un à satisfaire l'autre au risque de se perdre. Donc, quand on entend ces phrases-là, comment on peut les gérer? Tout à fait. C'est là aussi qui est important. Il faut savoir les gérer. Quand un homme qui a marqué son foyer, si par exemple il y a la notion de veuvage ou de divorce, qui a marqué son foyer, on va surtout mettre en évidence ce qui ne va pas. On peut avoir aussi les deux femmes qui se rencontrent et disent « fais attention parce qu'il va te faire ça, il me l'a fait ». Comment permettre à l'autre d'exister, de se construire, parce qu'une nouvelle dynamique, comment permettre à l'autre de ne pas être piégé dans une satisfaction personnelle. Et on rentre vraiment dans tout ça. Marc, et c'est ce que tu dis tout à l'heure quand tu donnes les exemples. Tu dis Moïse est un homme, c'est l'homme le plus humble. On le reconnaît comme étant humble. Donc cette valeur-là, comment je vais me la développer, pas pour être plus humble que Moïse, mais pour être humble, comme. Mais sans ce comme-là, sachant que je ne vais pas être Moïse. Exactement. Mais utiliser cette valeur-là pour faire de moi, pour me construire, pour exister en tant qu'individu. C'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Et je vais donner un exemple. Vous savez, quand vous lisez le livre des rois, vous avez l'histoire de tous les rois d'Israël et de Juda. Un roi et deux rois. Et vous allez voir qu'il y a une partie de ces rois où on dit que ces rois plaisaient à Dieu, ils faisaient tout pour plaire à Dieu et conduisaient leur peuple avec Dieu, mais sur les hauteurs. Et il y en a de ceux qui faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu et conduisaient le peuple vers le bas. D'accord? Et cependant, il va se passer quelque chose quand Israël sera déporté à Babylone et quand ils vont revenir. Le peuple va perdre courage. Il va perdre courage quand ils vont rencontrer des ennemis pour pouvoir se reconstruire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils connaissent l'histoire des rois, mais aussi David, ils connaissent tout, mais ils connaissent aussi la faute de David. Ils vont écrire le livre des Chroniques. Et le livre des Chroniques, c'est pour pouvoir parler de l'histoire des rois, principalement de David, sans les défauts. Pour pouvoir, ils ne vont pas s'accentuer sur les fautes, ils vont réécrire pour permettre à ce que le peuple puisse prendre espoir, de voir comment ils ont fait. Donc, ils vont faire ressortir tout ce qui est positif et oublier un petit peu ce qui est négatif. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que quand tu veux aider à quelqu'un à se construire et que tu veux lui donner un modèle, le modèle, quelquefois, a quelque chose de disparat, a des choses négatives. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va parler du côté positif. Si nous avons des enfants et il y a la mère qui parle à son enfant, il y a le mari, etc., qui a ses défauts, eh bien, la maman va inviter son fils à faire comme son papa pour tout ce qui est positif. Et ne pas faire comme son papa pour ce qui est négatif. Mais elle va plutôt accentuer les côtés positifs pour l'enfant. Et c'est là comment l'homme marque-t-il dans son passage? Eh bien, sur ce qu'il fait qui est bien. Et c'est nous de pouvoir visualiser ce qui est positif chez un homme, parce que si nous prenons l'histoire de Samson, on va dire que Samson, c'était quelqu'un qui désobéissait à ses parents, qui désobéissait aussi à Dieu, quand Dieu lui disait de ne pas se mettre avec une femme qui était étrangère, et il n'a pas écouté ses parents. Mais quand on va prendre Samson, on va dire que Samson a délivré Israël et a tué beaucoup de Philistins, parce que les Philistins faisaient du mal à son peuple.
Et pourtant. Oui, mais la trace qu'il va laisser, lui, Samson, et je dirais ça comme cela, la trace qu'il va laisser auprès de ses parents, la trace qu'il va laisser dans le peuple, la trace qu'il va laisser chez les Philistins, la trace qu'il va laisser chez sa femme Dalila, chacune de ces traces vont être particulières à ces personnes-là. Oui. Et pourtant, c'est toujours ce même homme-là. Tout à fait. Et donc, il a, lui, sa logique au regard de chacun de ces lieux, là où il va laisser une trace. Et nous avons nos logiques. La trace que je vais laisser auprès de ma femme va être différente de la trace que je vais laisser auprès de toutes mes copines qui ne sont pas des concubines, qui ne sont pas ma femme. La trace que je vais laisser auprès de mes collègues va être différente de la trace que je vais laisser auprès de ma famille ou auprès de mes enfants. On va laisser des traces en fonction de ces lieux, mais on va en laisser une. Et ce que les personnes vont dire, c'est leur façon, comme disait Sandrine, d'accueillir ou de reconnaître cette trace-là. Mais moi, quelle intentionnalité ai-je derrière lorsque je laisse telle trace chez ma femme, telle trace chez mes amis, telle trace chez mes collègues, telle trace, quelle intentionnalité ai-je? Et nous avons besoin, en tant qu'individus, d'être conscients que nous laissons, comme tu dis, une trace. Et qu'il faille une intentionnalité. Oui. Et quelque part, il faille que ce soit une trace qui soit inégalable. Et pas quelque chose d'ordinaire, en fait. Pas quelque chose que, je ne vais pas dire, qui ne peut pas être copié. C'est pas tant cela, mais c'est l'idée comme quoi je cherche à donner le meilleur de moi-même. Tout à fait. À laisser le meilleur de moi-même chez mon épouse, chez mes enfants. Et là, je suis un homme inégalable. Bien qu'il y ait des traces qu'on n'a pas voulu. Oui, c'est pas tout. Il y a Parce des que c'est circonstances. la vie, parce oui, voilà. que ça arrive. Il y a des événements qui font que... Mais voilà. Mais dans mon intentionnalité, Tout à fait. c'est important que je puisse y mettre une volonté qui va dire quelque chose. Et que moi, je puisse, être satisfait quelque part. C'est-à-dire qu'au bout de ma vie en tant qu'homme, en tant que personne, je dois pouvoir être satisfait quelque part. Malgré comme on dit, mes tombées et mes levées, je dois pouvoir être satisfait. Et si je ne suis pas satisfait, ça veut dire que je n'ai pas quelque part atteint... Mais plutôt effacer des mauvaises traces. Je ne le serai pas si, en fonction des repères que j'ai, si par exemple je ne suis pas satisfait des traces que je laisse ou bien des traces que j'ai laissées, c'est par rapport à des valeurs que je me suis fixées, des objectifs que je me suis fixés. Et c'est important de pouvoir vivre avec ces valeurs. Et quand on est un homme ou une femme, et ici là on parle de l'homme inégalable, quelle trace qu'il laisse, je suppose que c'est dans le foyer, pour son épouse, pour ses enfants, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage, d'accord? Ça dépend comment il a voulu construire sa vie, sur quelle base qu'il a voulu construire sa vie, avec quelle valeur qu'il a voulu ériger sa vie, son héritage. Donc c'est important pour lui de pouvoir faire son examen au fur et à mesure, et souvent on le fait vers la fin de sa vie, et quelquefois il est un petit peu trop tard, mais c'est surtout pendant qu'on est vivant, de temps en temps c'est important qu'on fasse un bilan pour qu'on puisse savoir, voilà, jusqu'à maintenant, quelle trace, est-ce que je suis satisfait de la trace que je laisse, tu vois, pour pouvoir essayer de rattraper les choses. Oui, mais j'entends, je dirais pas mais, je vais dire oui et. Oui et parce qu'il y a ce que tu dis, il y a ce que Moïse dit, dans ton questionnement aussi. Et il y a aussi ces objectifs qu'on va jamais atteindre parce qu'on est fait de schémas. C'est-à-dire que j'ai été un mauvais fils, ben je vais être un mauvais mari. Et si je tombe sur une femme qui ne va pas m'aider, elle va faire de moi un mauvais mari et faire de moi un mauvais père. Faire de moi tout ce qu'il y a de mauvais. Ouais. Et peu importe les objectifs que je voudrais atteindre, je serai toujours une mauvaise personne. Ma marque sera toujours mauvaise. Et que faire dans ce cas-là? Parce que finalement, j'aurais beau être persévérant, j'aurais beau vouloir faire des choses, mais il y aura toujours des conditions et des contextes qui vont quelque part confirmer
Exactement. qu'elles ont raison, que ma mère avait raison, que mon mari avait raison, que mes enfants ont raison, que mes amis ont raison, et je vais quelque part avoir un obscurantisme sur ce qui est bon de moi. Et ça arrive plus souvent que rarement, ça arrive parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a plus tendance à valoriser les défauts que les qualités. On a plus tendance à enterrer qu'à faire croître. Et dans le couple, si je ne te satisfais pas, ça veut dire que finalement, tu n'es pas quelqu'un de bon. Parce que tu ne réponds pas à mes besoins. Et c'est là où il faut alerter. C'est là où il faut vraiment sensibiliser que on peut être valorisé par quelqu'un qui n'est pas expert. Tout à fait. Et en fait, ce que si je me permets de continuer ta pensée, ça veut dire que dans le couple, moi en tant qu'épouse, moi en tant qu'époux, je suis appelé quelque part à faire de mon épouse, de mon époux, quelqu'un d'inégalable. Dans cette valorisation, dans cette reconnaissance que j'aurai de lui, d'elle. Faire de lui quelqu'un d'inégalable. Parce que si, dans notre logique de couple, on est constamment en train de valoriser les défauts, je veux dire ça comme ça, c'est-à-dire de les mettre en lumière, constamment mettre en lumière, en fait, tu es un époux nul, en fait. Mais c'est ça. Tu es une femme nulle. En fait, qu'est-ce que je fais avec toi? Donc, en aucun cas, tu n'es valorisable. Et très souvent, dans la logique conjugale, tu ne sers à rien. Dans la logique conjugale, on ne cesse de rappeler à l'autre ses défauts. On ne cesse de rappeler à l'autre ses manquements. On ne cesse de rappeler à l'autre ses difficultés. Et si, lorsqu'on est dans cette logique-là, on ne va pas faire de cette personne-là, on ne va pas aider cette personne-là à prendre conscience qu'elle peut être un homme, une femme inégalable. Oui. Je poursuis ce que tu dis en donnant des exemples. Par exemple, c'est de dire, il te rend service, mais moi, il ne me rend jamais service. Elle te parle au téléphone, moi, je n'arrive jamais à la voir. Ce genre de choses-là, c'est-à-dire même, on voit cette belle image, mais on va essayer de trouver de trouver tous les défauts possibles. En effet, ça veut dire quelque part comment se déconstruire aussi. Moi, j'entends ça dans ce qu'on est en train de discuter. Comment enlever certains réflexes innés que l'on a pour dire, quand on va se marier, tu étais bien à mes yeux, et puis il suffit qu'on soit mariés. En tant que femme, je trouve tous les défauts des hommes. C'est pas tous tes défauts particulièrement. Tu deviens un homme ordinaire. Et tu es comme tous les hommes. Comme tous les hommes. Tu es comme, on peut dire, comme mon oncle, comme mon cousin. Toute la gente féminine est en toi. Et je regrette quelque part. Mais c'est à ce moment-là que les mauvaises traces qui étaient des secrets sont dévoilées. Certaines fois, certaines fois, des mauvaises traces peuvent être, révélées, éclairées, mises en lumière. Mais en fait, on va surtout les encourager, en fait. Plus je vais révéler le défaut, plus je vais mettre en lumière le défaut, plus je vais dire que l'autre ne peut être que cela, ne peut faire que cela. Seulement, lorsque je vais voir une petite étincelle de possibilités et que je vais mettre la lumière sur cette étincelle, elle va briller plus qu'elle ne soit. Oui, comme disait Eric pour les exemples. Et donc je vais la pousser à devenir. Et finalement, ce n'est pas moi qui ai fait de lui ou d'elle un homme inégalable, mais je lui ai aidé à prendre conscience qu'il ou elle peut devenir cette personne-là. Et nous sommes appelés conjugalement à être dans cette logique avec l'autre, à reconnaître ce qu'il ou elle fait et à lui permettre toujours d'aller plus loin. Et ça veut dire quelque part aussi se trouver dans une ouverture d'esprit à apprendre, à acquérir des compétences. Aussi. Voilà, parce que on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. On se construit, c'est-à-dire que les premiers jours du mariage, je n'aimais pas ce qu'il faisait. Pourtant, quand arrive la 4e ou 5e année, je dis n'importe quoi,
je me rends compte du sens de ce qu'il faisait. Et que ce qu'il faisait, finalement, c'était quelque chose qui nous a été utile pour le couple. Et c'est là où je dis, ces apprentissages-là, ils viennent par le partage avec des personnes de confiance, par le partage avec des aînés qui vont te dire « Mais non, tu as vu comme ça, mais regarde bien, c'était pas ça. » Et avoir cette aptitude à se remettre en question et à apprendre qu'on ne sait pas tout. Et ça nous rend aussi inégalables. Cette humilité, cette ouverture d'esprit à construire. Mais la seule dynamique, et tu l'as bien dit, c'est quelle intention que j'ai. Quelle intention que j'ai pour faire de mon partenaire un partenaire, un équipier, une personne à part entière de mon couple. Faire de lui ma moitié, mon vis-à-vis. Quelles sont mes intentions? Et si j'arrive à définir si mes intentions sont plutôt d'unir que de séparer, je mettrai tout en place pour faire de lui cette personne. Oui, tout à fait. Non, faire de lui cette personne inégalable, cette personne unique. Et dès lors, j'érode toutes les... Parce qu'il y a des pensées de séparation, des pensées qui nous disent, bon, ça va pas, c'est fatigant, des choses qui vont quelque part nous décourager, des situations, des événements, des moments qui vont nous mettre à mal. Mais si je suis dans cette logique-là d'encourager, ces situations qui mettent à mal vont avoir moins d'importance. Elles seront là, elles vont avoir moins d'importance parce qu'en fait, l'encouragement dans laquelle, cette intentionnalité positive dans laquelle je suis, dans laquelle nous sommes, va faire que ces situations difficiles, négatives, vont avoir solution en fait. Elles vont avoir solution parce qu'on est déjà dans autre chose. Elles ne vont pas nous retenir, elles ne vont pas nous retarder dans cette logique améliorative. C'est ça en fait. Et quelque part, nous avons besoin de comprendre cela, les couples ont besoin de comprendre ça pour pouvoir mettre comme des gages, en fait des moyens de traitement de ce qui va venir, qui va générer de la difficulté pour le couple, générer de la difficulté pour la famille. Effectivement, je ne sais pas, je prends un exemple, hein, cet homme-là, il a perdu son emploi. Il a perdu son emploi. Et même il a perdu son emploi à cause d'une mauvaise décision. On va dire cela. Sa femme, son épouse, l'a toujours soutenu. Elle n'était pas d'accord qu'il prenne cette décision-là. Mais je vais malgré tout te soutenir. Elle le soutient. Son soutien à elle, lorsqu'il se rend compte effectivement qu'il a pris une mauvaise décision, son soutien à elle lui permet, en fait, lui donne la force de continuer d'aller chercher du travail. Oui, et de révéler aussi ça. Et c'est pour ça que j'en parlais de secret, parce que si c'est tout le contraire, cette femme, elle peut ne pas savoir qu'il a perdu son travail. Oui, aussi, voilà. Oui, et ça va rester un secret mutuel. Exactement. Voilà. Et les couples ont besoin, effectivement, la question du secret, de rompre avec un certain nombre de fonctionnements qui finalement deviennent délétères pour eux-mêmes. En fait. Oui. Plus on est dans cette logique justement de maximiser, de renforcer et de reconnaître l'autre, le conjoint époux, le conjoint épouse, en fait, plus ça va donner de la force au couple pour faire face aux difficultés qui vont venir. En fait, j'épargne, c'est de l'épargne. Que je ne sais pas comment je pourrais appeler cette épargne-là. C'est une épargne d'affection, comment dirais-je, d'encouragement, que je mets là, qui va nous permettre à un moment, lorsque certaines difficultés sociales, difficultés économiques, difficultés aussi des fois relationnelles, des choses qu'on ne comprend pas, ou par rapport à la maladie aussi, ça va nous permettre de faire face de façon positive à ces événements-là, pour que ces événements-là ne puissent pas gangréner trop notre couple et faire qu'il explose. Et c'est important ce que tu dis là par rapport au secret.
Et on voit que même si on veut permettre à ce que, comme je disais pour l'exemple d'Israël, quand on veut que quelqu'un puisse reconstruire, c'est pas nécessaire de tout dire. C'est pas nécessaire de tout révéler. Tu parles des secrets. Des secrets. C'est pas qu'on est en train de mentir sur la vie d'une personne. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire, c'est de construire une autre personne. Une autre personne qui va se référer à un modèle. Un modèle qui a eu ses côtés positifs et qui, en faisant en mettant en lumière la partie éclairée de cette personne, la partie propre de cette personne, ça permet de permettre à un autre de pouvoir se construire. Et on n'est pas obligé de tout dire, tout révéler. Par contre, ça dépend dans quel objectif que nous sommes. Si nous avons l'objectif de pouvoir construire et d'aider quelqu'un à se faire, à se refaire, eh bien voilà, on ne va pas faire apparaître ce qui est sombre, on va faire apparaître ce qui est éclairé pour permettre la construction. Et d'où le secret qu'on garde là. D'où un homme ou une femme qui, bon, je sais pas moi, dans une conversation avec d'autres personnes, ben, je parle de mon épouse, mais je mets ses défauts dehors. Tu sais, hein, mon épouse, systématiquement, elle fait du riz, le riz est toujours brûlé. Mais mon époux, tu sais, le gazon, on met les défauts dehors. Alors, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il y a accord entre vérité et secret? Non, c'est-à-dire que ce n'est pas tant un secret, c'est quelque chose que nous savons. On ne parle pas de mensonge. Hein? Voilà, c'est quelque chose que nous savons, mais le but n'est pas dans des conversations de salir l'autre. D'accord. En fait, de le peindre, de le dépeindre de façon négative. Pas non plus de le dépeindre de façon positive, exagérée, en disant des choses qui sont fausses et donc mensongères. Non, l'idée n'est pas d'être dans le mensonge, mais l'idée aussi, bon, on disait le linge sale se lave en famille. Mais en couple, encore plus. Parce que des fois, il y a des choses dans la famille, avec les enfants, qui ne doivent pas être dites, parce que les enfants n'ont pas la capacité de gérer cela. Mais en couple, dans le couple, on a besoin aussi de garder un certain nombre de choses qui ne vont pas à l'oreille de nos parents, des beaux-parents, qui ne vont pas à l'oreille de nos amis, qui ne vont pas à l'oreille qu'on garde dans le secret. Qu'on garde dans notre secret, dans l'intimité, et qu'on traite. Oui. Mais qu'on traite avec une lessive positive. Oui. C'est ça, en fait. Donc, il faut faire le tri. Oui, il faut faire le tri. Après, tu peux avoir des situations de femme à femme. Besoin de conseils. D'homme à homme, voilà. Surtout, toujours, moi j'aime à le dire, hein, les personnes de confiance. Ce n'est pas des personnes qui vont aller révéler tes difficultés. Il peut y avoir des femmes qui ont certaines difficultés. Elles vont en parler à une femme avertie et qui est de conscience, qui est reconnue. Oui, reconnue. Et qui va t'aider à être une meilleure femme pour ton mari. Oui. Un fils à son père, pas pour aller dire tu es un mauvais mari, mais que le père puisse l'aider à être un meilleur mari et un meilleur père. Oui. Et c'est là où le secret n'est pas mensonge, en effet. C'est de se dire, je ne te l'ai pas dit, parce que j'ai aussi des luttes avec moi. J'ai aussi des luttes qui comment je vais dire ça, me mettent au défi d'être une meilleure épouse, un meilleur mari. D'être inégalable. Voilà, c'est ça, d'être inégalable. Et si on sait que, par exemple, un secret va démolir quelqu'un, vaut mieux garder le secret. Ben oui. Oui, parce que ça peut ronger aussi. Oui, non, peut-être ça peut te ronger. Non, mais je veux dire que par là, toi, tu vas dire, quand tu dis que ça peut te ronger, ça veut dire que tu peux te ronger, toi qui gardes le secret vis-à-vis de toi. Oui. Non, mais je parlais de, par exemple, si je sais un secret de quelqu'un. Ah, d'accord. C'est le test des trois passoires de Socrate. C'est ça, c'est-à-dire si je sais que ça va ronger, ça va détruire la vie de quelqu'un, je préfère garder ce secret, d'accord, qu'au lieu de détruire deux vies, parce que s'il y en a déjà une qui est un petit peu détruite sans que l'autre ne s'aperçoive et que, en disant, révélant ceci,
en mettant en lumière ceci encore plus fort, ça va détruire l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Il vaut mieux que je garde ce secret et Dieu va se charger de pouvoir travailler pour voir dans quelle mesure cette personne pourra être reconstruite au cas où cette personne entend un jour, mais il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de force et de ressources pour que la personne puisse ressortir lors de ces nouvelles. Je suis un petit peu nuancée sur ça. Parce que certaines révélations permettent aussi la construction. Certaines révélations permettent de revenir sur le bon chemin, le bon sentier. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un temps. Ça dépend du contenu. Je dis qu'il y a un moment. Je dis qu'il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Après, tant que la personne n'est pas abusée, en danger, pour voilà. elle-même et pour l'autre. Mais je ne parlais pas de la personne qui est en danger. Là, maintenant, tu es en train de présenter un autre sujet. C'est-à-dire que tu parles d'une personne qui est aussi en danger. Mais c'est être aussi inégalable, quelque part. C'est parce que dans ce qu'on a défini comme étant inégalable, on définit des valeurs. Oui. Tu vois, et certaines valeurs peuvent... C'est-à-dire le fait d'être inégalable, c'est ce que tu as dit, c'est très bien. C'est-à-dire le discernement du temps, le discernement de ne pas détruire. Mais il y a aussi cette notion d'être inégalable, c'est pas toujours aller dans un sens dit positif. Ça peut être le non, ça peut être aussi la révélation d'une situation qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance, c'est pas ce que tu as dit, hein, on a souvent tendance à dire quand on est bien, quand on est une personne de valeur, c'est qu'on ne fait pas des actes qui pourraient être interprétés comme étant un mauvais acte, alors que c'est un acte de salut. Tu vois, et la protection amène certaines fois la douleur. Tu as des secrets que tu dois révéler. C'est comme si on dit qu'il faut un désordre pour amener un ordre. Tu vois? Donc, c'est toujours dans cette valeur d'être quelqu'un d'inégalable. Pour poursuivre ce que tu dis, il y a des fois, il ne faut pas révéler, comme il y a des fois, il faut révéler, parce que c'est une valeur que tu vas mettre en relief, et de cette valeur, tu vas être un modèle pour les générations futures. Parce qu'on peut trouver des secrets, on n'a pas de secrets dans le couple, mais il peut y avoir des secrets de famille. Et certaines fois, arriver à la deuxième, troisième génération, on ne dit rien, c'est-à-dire on perdure ce secret, par exemple, c'est un abus ou c'est quelqu'un qui est mort, qui s'est suicidé, etc. Et quand arrive la quatrième génération, la personne révèle ça, la personne révèle un viol, la personne révèle quelque chose pour pouvoir construire sa famille, pour ne pas perdurer, tu vois, pour garder une valeur. Et c'est là où il faut être toujours dans ce discernement pour dire, est-ce que je dois révéler à ce moment-là, comme tu dis, à cet instant-là, ou est-ce que ça peut encore attendre? Et c'est ça aussi qui rend inégalable. Est-ce que je vais être une femme de vérité? Est-ce que je vais être un homme de vérité? Pour que celle-ci puisse être fondatrice de ce que nous allons vivre, de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre. Ça aussi, c'est important parce que des fois, dans la famille, si on reste, je reste strictement sur la question des secrets, dans la famille, certains secrets qui sont là viennent comme si c'est des ciments qui nous tiennent là. Mais ce sont des ciments d'inquiétude, ce sont des ciments de douleur. Et effectivement, on a besoin de mensonges. Et effectivement, on a besoin certaines fois d'être une femme de vérité, un homme de vérité. Pas pour casser les gens, mais pour permettre que cette douleur-là soit... qu'on soit libéré de cette douleur-là. Il y a tout un accompagnement en apportant la vérité. Exactement. Mais nous avons besoin dans notre vécu-là de prendre conscience qu'on n'est pas simplement là comme ça, en fait. On est là pour effectivement laisser une trace, mais une trace de valeur. Une trace inégalable qui va faire du bien à nous, à ceux qui sont proches dans l'intimité, mais aussi plus largement à tous ceux qui nous côtoient, qui nous connaissent
plus largement. Et je pense que la prise de conscience de ça n'est peut-être pas suffisante chez l'homme et chez la femme. Pour comprendre que, par exemple, former couple, je ne forme pas couple que pour moi. C'est ça. Je ne forme pas couple que pour moi. Je forme couple pour toutes les personnes aussi qui voudraient former couple. Parce qu'on Et parle donc, de marque, ça veut voilà, dire qu'il y a parce qu'on laisse une transition. trace Oui, qu'on va voilà. laisser va dire quelque chose. Pour nos enfants aussi, Donc, oui, notre pour nos enfants. pour nos héritiers. Exactement. Ouais. Et nous avons quelque chose à dire. Tout à fait. Et qu'on puisse nous regarder comme des hommes, comme des femmes inégalables. Voilà. Et c'est clair qu'il y a des personnes, elles vivent très mal, par exemple, l'échec de leur mariage, parce qu'elles se disent qu'elles sont de mauvais témoins. Elles le vivent mal. Bon, on va les accompagner pour le faire comprendre. D'accord, ça n'a pas été, mais ce n'est pas votre intention. Oui. Ça s'est posé ainsi, mais ce n'est pas ton intention. Et il faut aussi sortir de cette culpabilité que peut produire certains échecs. En sachant qu'on réussit un mariage jusqu'à la mort. C'est-à-dire que le jour qu'on se marie, on a commencé à se marier. Oui. On a commencé à se mettre ensemble. Mais le jour de notre mariage, notre mariage n'est pas terminé. Notre mariage a commencé. Non, mais lorsqu'elles ont divorcé, Oui. Alors, lorsqu'elles ont divorcé, là, maintenant, il faut pouvoir faire un bilan pour savoir ce qui s'est passé. D'accord? Ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas réussi la première fois qu'on ne va pas réussir la deuxième fois. ou Mais la seule troisième ou la chose- quatrième. Oui, mais tout dépend comment on s'assoit pour qu'on puisse regarder la réalité. Tout à fait. D'accord? Il y a des secrets que nous devons regarder. Oui. Des secrets que nous gardons, que nous ne disons pas, mais que nous savons que cela nous concerne personnellement et que nous ne les analysons pas. De façon Et pourtant, il faut penser aussi à la trace qu'on va laisser. Et une des marques qu'on va laisser, hein, c'est de montrer cette marque qui est vraiment forte, c'est de pouvoir, quand on a fait un échec, quand on est dans l'échec, et quand on ne reste pas sur l'échec, et après ça, quand on réussit. D'accord? On peut laisser cette trace à nos générations futures, à nos enfants. Pourquoi? Parce que c'est arrivé que, voilà, on a eu un moment de faiblesse, on n'a pas fait attention, on n'a pas bien géré, mais on est revenu, on s'est repenti de cela et on a recommencé. Et je pense que même si au milieu, il y a eu des divergences, il y a eu des difficultés, mais ce qu'il faut regarder, c'est la suite. Après la divergence, après les problèmes. Et c'est où on fait référence à ces secrets qu'on garde là et qu'on puisse révéler aux enfants après. Oui. Après, tu l'as bien souligné, c'est cette idée d'accompagnement. Oui. Qui peut nous accompagner certaines fois, on n'en a pas besoin parce qu'on est plus mûr. On n'en a pas besoin parce que finalement, on a développé des armes qui nous permettent de les affronter. Voilà, et puis d'autres fois, on a besoin d'être accompagné par un membre de la famille, un professionnel, un tiers, quoi. Voilà. Et c'est ça aussi, et c'est ce qu'on est en train de dire. La question d'être inégalable, c'est pas quelque chose de tout droit. D'être quelqu'un non plus d'extraordinaire. Voilà, on peut être écorché, on Tout à fait. peut avoir des fêlures. Et cette question d'être unique fait de nous quelqu'un d'inégalable. Oui. Et non inatteignable. Et non inatteignable. Inatteignable. C'est pour cela que regardez bien, quand on regarde dans l'histoire, on fouille dans l'archéologie, on va voir que quand on regarde les temples, quand on regarde les différents temples dans les différentes périodes de l'humanité, on va voir qu'il y avait beaucoup de temples sur les montagnes. Et c'était quelquefois interdit de pouvoir monter, ou bien c'était pas n'importe qui, ou bien il fallait vraiment se purifier pour monter à la montagne, ou bien il fallait faire des pèlerinages pour pouvoir atteindre ce Dieu-là. Et souvent, il y avait beaucoup de faux dieux qui étaient adorés. Hein. On parle par rapport au vrai Dieu qui s'est révélé. Et on voit que le véritable Dieu, lui, il vient et il descend au niveau de l'homme. Il demande de faire un sanctuaire au milieu du peuple. Et il montre qu'il est un Dieu qu'on peut atteindre. Un idéal qu'on peut atteindre. D'accord? Parce que si nous sommes dans cette situation, nous avons des problèmes au niveau du couple et que nous avons un schéma qui est idéal, par exemple, comme
il dit bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, son épouse, et s'est donné lui-même en rançon. On voit qu'il donne un exemple où on peut atteindre. C'est quelque chose, Jésus, c'est quelqu'un d'inégalable. On n'a pas vu des gens comme lui, mais il permet à l'homme de pouvoir arriver à son statut. Parce qu'il dit que vous pouvez faire comme moi, soyez mes imitateurs. Paul disait aussi, on voit des personnes qui sont inégalables, qui sont uniques, qui ont fait des choses extraordinaires, mais ces mêmes personnes disent qu'on peut devenir comme ça. Donc, il faut qu'on puisse faire quand même la différence entre les personnes qui sont inégalables et les personnes qui sont inatteignables. Et je pense qu'une des choses qui est bien, c'est que l'exemple qu'un père peut donner à son enfant, même s'il est inégalable, il est unique, il a fait des choses que l'enfant ne pourra jamais faire, mais il est atteignable. L'enfant peut faire aussi comme lui, mais de sa personne, en étant une personne unique. Ça soulève la notion de réputation. Dans le sens aussi, ouais, aussi. c'est ça. Parce que dans les exemples que tu as donnés, c'est-à-dire que quand tu parles de Jésus, il est réputé comme étant quelqu'un, quand tu parles des apôtres, quand tu parles d'un père aussi, il est réputé comme étant un bon père, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais pourquoi je soulève cette question de réputation, c'est qu'elle peut être mise à mal par ce qu'on a dit tout à l'heure, les défauts, les interprétations, et elle peut être mise, comment je dis ce terme-là, on peut la réhabiliter. Oui. On peut la réhabiliter. Parce qu'on peut avoir une mauvaise marque et être réputé comme étant quelqu'un d'impatient, quelque chose de banal. Mais si tu changes, puisqu'on parle d'atteindre des valeurs, pas d'être mieux que quelqu'un, mais d'acquérir des valeurs. Et si ces valeurs-là font de toi quelqu'un qui change, donc tu es réhabilité. Ta réputation change. Ton identité change aux yeux des autres. Donc, c'est jusqu'à maintenant, tu étais réputé d'être, par exemple, un quand homme on parle de marque, par impatient, etc. Mais il suffirait que, par exemple, on fasse apparaître un seul jour, une seule fois, comment tu as été patient, que tu as pu sauver certaines choses, même au niveau du couple. On réhabilite la personne. Tout à fait. Tout le temps, ça veut dire qu'on efface toutes les fautes par une bonne action. Alors, c'est encore ce questionnement qui se pose. Est-ce qu'on est apte à oublier cette marque-là? Est-elle indélébile? Qui peut l'effacer? Parce que toute chose peut être effacée pour pouvoir quelque part avoir une réputation qui change, être réhabilité aux yeux de l'autre. Est-ce qu'on est prêt à ça? Parce que certaines fois, c'est ça. On peut être un homme inégalable dans toutes sortes de choses, mais avoir laissé une marque qui, à ce moment-là, met quelque chose de péjoratif sur ta réputation, et pourtant tu as changé, tu as évolué, tu as progressé, mais cette marque-là, certes, c'est pas que moi je suis pas prête à l'enlever, mais d'autres personnes ne seront pas prêtes à l'enlever, à l'effacer. Et certaines fois, elle est effacée et on va la retracer. On va la retracer. On va la réintroduire parce qu'en fait, des fois, c'est à la mesure de l'attente aussi. Des attentes que l'on avait mis sur cette personne. Et c'est pour ça que certaines personnes ont le sentiment qu'elles vont dire à l'autre, au conjoint, mais jamais tu n'aurais dû me faire ça. Jamais tu n'aurais dû me faire ça. Mais on est sur une chose, jamais tu n'aurais dû me faire ça. Pas moi, pas parce que pas après ceci, pas après cela, pas jamais tu n'aurais dû. Comme si en fait, effectivement, je reviens aux injonctions. L'injonction que je fais à l'autre, parmi les injonctions que je fais à l'autre, il y en a 1, 2, 3 qui sont
Si jamais elles ne sont pas remplies, en fait, non, ça n'ira pas. C'est ça. Définitivement. Donc tu es un mauvais mari. Définitivement. Parce que tu as posé cet acte-là, tu es définitivement un mauvais mari. Quels que soient les autres que tu as posés avant, quels que soient les autres que tu poserais par la suite, tu es un mauvais mari ou une mauvaise femme. À ce moment T. Et ça dit quelque chose encore de notre intentionnalité dans le couple. Et de ces garde-fous qui sont les nôtres. Et très souvent, en fait, on les impose à l'autre. Comme quoi, en fait, gare à toi si. Oui. Gare à toi si. On garde la réputation et on ne veut pas réhabiliter, on ne veut pas renouveler, comme tu as parlé. Et donc, on devient celui, finalement, qui empêche à cet homme-là, qui empêche à cette femme-là d'être cette personne inégalable. Oui. On l'empêche. Et on lui donne même, on lui intime l'ordre de même pas penser qu'il ou elle puisse être un jour inégalable. Réintégré. Réhabilité. Oui. D'où la nécessité de pouvoir avoir la valeur de l'amour, parce que sinon on est dans une condamnation permanente. Parce que c'est quoi, qu'est-ce que Jésus dit concernant l'amour? Il dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Et ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour l'autre, pour toi, ne le fais pas l'autre. Il dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire tout ce que parlent les Saintes Écritures, eh bien ça parle de cela. D'accord? Mais en fait, quand on réfléchit par rapport à cela, l'amour, c'est celui qui aide toujours à construire quelqu'un. Donc, mari ou femme, il faut pas, même si par exemple il y avait eu des problèmes, mais il faut quand même penser à ce moment où on s'aimait. Au moment où on s'aimait. Moi, je suis d'accord. Et si on pense au moment où on s'aimait, on va faire ressortir les bons moments. Revivre aussi les bons moments parce qu'on ne peut pas tout jeter. Les réhabiliter. Il n'y a pas eu que du mauvais dans le problème du couple. Donc toujours garder un schéma positif, une image qui valorise l'autre et qui permet à l'autre de se Parce que les deux, c'est eux qui ont fait l'amour. C'est eux qui ont construit leur amour. Mais si on s'aimait, et là je dis bien mais, si on s'aimait, est-ce qu'on n'était pas dans l'époque des papillons? Tu vois ce que je veux te dire? L'époque où on manque de discernement, où on aime en dépit de tout, en dépit des défauts. On était très jeune. Voilà, et puis quand tous ces papillons s'en vont, on se rend compte que tous les hommes, ils sont comme ça en fait. C'est comme si je me suis trompée, ça va plus, parce que je te vois avec un amour différent. Je ne te vois pas avec l'amour où j'étais passionnée par toi, ou même si tu avais des défauts, c'est pas grave. Mais là, maintenant que je suis devenue une femme, que j'ai mûri, je me rends compte que je me suis trompée et que finalement la réputation des hommes est bien celle qu'on m'avait dit et que tu fais bien partie des hommes. Voilà. Tu vois, comment faire avec ça? Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a ces traces-là que tu es en train de soulever, qu'il y a cette impossibilité de réhabiliter, de réintégrer, quand on fait face à la réalité du couple, de ce qu'est le couple, à la dureté de faire couple, et c'est là que moi je viens avec mes épargnes. Les épargnes affectives. Pour moi, c'est là qu'on doit venir. Et le couple doit se construire dans cette logique-là. Il se construit dans une logique d'épargne financière, mais pas d'épargne affective, pas d'épargne émotionnelle positive. Parce que lorsque nous allons être face à des dangers, à des difficultés, il va falloir les puiser là pour répondre. Et c'est extraordinaire ce que tu dis par rapport au titre, hein, l'homme comment il va marquer son passage. Quand on voit que tu as des épargnes face à cette situation que le couple a vécue, mais voilà, tu vas chercher les épargnes. Oui. Et quand les générations futures voient qu'ils connaissent maintenant le secret, quand ils connaissent le secret maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ressortir? À partir de ce secret,
ce qui va faire référence, c'est ce que tu as utilisé comme épargne pour sauver, pour réhabiliter ton couple, pour réhabiliter ton mari, pour réhabiliter ta femme et pour reconstruire à nouveau. Et c'est pour ça que c'est important, ça fait de toi quelqu'un d'inégalable. Maintenant que nous abordons les 5 dernières minutes de cette émission, c'est à nous maintenant de faire une conclusion et de nous dire, mais allons-nous encourager les hommes qui nous écoutent à laisser des traces et à être inégalables? Qui fait comment? Moi, je dirais que l'homme ou la femme inégalable, c'est celle qui, dans une logique, quelle que soit la logique relationnelle dans laquelle peut se trouver, peut montrer ou laisser une trace qui permettra à d'autres de faire face. Tout à fait. De faire face et de façon positive. De faire face aux difficultés par son exemple, en fait. Cet homme-là, cette femme-là, par son exemple, son abnégation dont il ou elle va faire preuve, va permettre à d'autres, par la suite, d'avancer. Et en situation, va aussi être dans cette logique d'encouragement, de constant encouragement, constante valorisation, malgré. Voilà. Ok. Oui, moi, je continuerai sur la lancée de Moïse en illustrant par les signes de piste. Laisser des marques, c'est aussi mettre des panneaux indicateurs. Belle illustration. Mettre des signes de piste en disant, bon là, je suis tombée, donc n'y allez pas. Voilà. C'est-à-dire, on a des écueils dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Et marquer le terrain, devenir inégalable, c'est aussi mettre en exposition son discernement. Ouais, tout à fait. Et être dans une signalisation, c'est important aussi. Eh bien, moi, j'aurais illustré en prenant un exemple, pour terminer, pour faire ma conclusion, j'aurais pris un exemple en posant la question, quel était le plus bel homme de la Bible? Ce que vous savez. Le plus bel époux? Le plus bel homme. Eh bien, c'était Absalom. Absalom, c'était rapporté par la Bible, le plus bel homme. Mais Absalom, c'est composé de Ab et de Shalom. Shalom, c'est père. Ça veut dire que le père est la paix. Et je pense que pour être le plus bel homme, tout le monde peut être le plus bel homme, un homme inégalable. Et bien, à condition qu'on a pour père la paix. La paix au foyer et en prenant aussi comme modèle celui qui est paix, Dieu. D'accord? Voilà. Qui s'est fait paix. Et je pense qu'en allant dans ce sens, en voulant être le plus bel homme, l'homme le plus beau, eh bien, il faut avoir comme référence, comme image, le Père de la paix, qui est le Christ dans sa vie, pour qu'on puisse laisser des traces pour ceux qui viennent juste après nous. Très belle conclusion à vous, amis auditeurs, qui nous écoutez, d'être inégalable, de laisser de bonnes traces. C'est tout ce que nous pouvons vous souhaiter. Excellente soirée à vous tous et à vous toutes. Au revoir. C'était L'Homme sans masque sur les ondes de la 93.3 et le YouTube Live de Radio Vie Meilleure. Présenté, animé par Jean Holder. L'Homme sans masque.